Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par BNP Paribas Cardiff en partenariat avec l'Argus de l'assurance. Alors au dernier décompte, vous étiez plus de 800 inscrits à ce webinaire, ce qui confirme l'un des postulats qui a présidé à l'organisation de ce débat, c'est que l'heure de l'épargne retraite est bel et bienvenue. Reste à en définir la place dans les stratégies d'épargne et c'est ce que nous allons voir avec, à ma droite, Jean-François Flity, vous êtes associé fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Allure Finance. Olivier Renard, à ma gauche, cofondateur du réseau ACP, Assistance Courtage Partenaire, donc un réseau de courtage spécialisé notamment dans l'épargne retraite. Et Pascal Perrier, vous êtes directeur des réseaux CGP, courtier et e-business de BNP Paribas Cardiff, en France. C'est bien ça. Alors, ce webinaire va se dérouler en 3 parties. On va d'abord disséquer un petit peu le contexte économique, social et démographique qui explique en partie pourquoi l'heure de l'épargne retraite est venue. Ensuite, on détaillera un petit peu les atouts du PER 1 qui a été officiellement mis sur le marché il y a tout juste un an, le 1er octobre 2019. Et puis enfin, nous verrons réellement la place de ce nouveau PER 1 dans les stratégies d'épargne. Alors, le principe d'un webinaire, c'est l'interactivité. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions en levant la petite main qui doit se trouver à droite de votre écran, à la fin de chaque séance ou à tout moment par chat, là aussi en marge droite de votre écran. Alors, soit on prendra vos questions en live, Jean-François Flity, Olivier Renard et Pascal Perrier y répondront, ou alors pour les questions hyper techniques au plan réglementaire ou fiscal, nous avons la chance d'avoir en coulisses Pascal Lavielle, qui est un éminent membre du cercle des fiscalistes et accessoirement qui est responsable ingénierie patrimoniale, fiscalité et retraite chez BNP Paribas Cardiff, et donc il répondra par chat à vos questions les plus pointues. Voilà, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'heure de l'épargne retraite est venue. Elle ne représente à ce jour que 230 milliards d'euros d'encours. C'est grosso modo 8 fois moins que l'assurance vie. Et c'est beaucoup moins que dans les autres pays de l'OCDE. Mais on se rend compte que quand même, les Français commencent à comprendre qu'ils vont devoir épargner pour sécuriser leurs revenus quand ils seront à la retraite. Alors, Pascal Perrier, quels sont à vos yeux les éléments, les facteurs économiques, sociaux, démographiques qui plaide précisément pour un essor de l'épargne retraite? Je crois que c'est la première fois depuis de très très longues années où les Français commencent à avoir une vraie conscience, j'allais dire presque dans leur quotidien, de la nécessité absolue de se constituer une épargne retraite. On en parle depuis longtemps. Il y a eu pas mal de lois sur les retraites au cours des 30-40 dernières années. Mais mon sentiment, c'est que finalement, les Français ne croyaient pas fondamentalement que le système pouvait être remis en cause ou que leur propre retraite pouvait être à risque. On l'a vu, et je crois que cette prise de conscience, alors elle s'est faite petit à petit, et l'apex de cette prise de conscience, c'était lorsque le gouvernement a voulu mettre en place une réforme des retraites là, qui concernait tout le monde, sur la retraite universelle. Et je crois que là, il y a eu un vrai temps d'arrêt et une prise de conscience collective sur la nécessité, effectivement, de se protéger soi-même et de se constituer sa propre retraite. Et il y a plusieurs éléments qui aujourd'hui sont compris par la population française. C'est déjà le ratio démographique. On sait tous, et aujourd'hui on peut tirer les projections comme on veut, mais on n'a plus qu'aujourd'hui 1,7 actifs pour une personne à la retraite. Donc on voit bien que fondamentalement le capacitif d'épargner pour les générations qui viennent est en train de s'étioler. On a, comme vous l'avez dit, le fait que la retraite individuelle dans le total des prestations est à 2,1% en France, ça représente 2,1% des prestations, alors qu'on est autour de 16% dans les pays de l'OCDE. On a une pyramide démographique qui va se déformer. On voit bien que dans les quelques années, dans les 10 ans qui viennent, on aura 400 000 jeunes de moins. Par contre, on aura 2,7 millions de personnes retraitées en plus. Donc, si vous voulez, vous avez un ensemble d'éléments dans les agrégats économiques et dans les agrégats démographiques qui font qu'on n'est plus aujourd'hui certains, et de très très loin, d'avoir sa retraite. Voilà. Donc les Français l'ont compris et ont effectivement maintenant
un produit dont on va longuement parler aujourd'hui, qui est un nouveau produit retraite qui a été lancé par le gouvernement en même temps que la loi Pacte. Enfin, c'est une des composantes de la loi Pacte. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, le montant des retraites individuelles, c'était 230 milliards d'euros. Si on compare ça à l'assurance vie, qui est un stock de à peu près, on est à 1760, 1800 milliards d'euros, qui était le produit de retraite préféré des Français. Voilà, parce qu'en fait, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de fonds de pension à la française. Il y avait l'assurance vie qui, je le rappelle, est détenue, enfin 62%, 63%, là, un petit 2/3 des Français détient de l'assurance vie. Et c'est avec ce produit-là que jusqu'à maintenant, on préparait sa retraite. Alors que maintenant, on a le Perrin, encore une fois, dont on va longuement parler, qui est vraiment un outil qui a été pensé, designé pour cet objectif très particulier. Alors à ces éléments factuels s'ajoute une dimension psychologique, Olivier Renard, psychologique liée aux différentes réformes des retraites, 1993, 2003, 2013 et 2019-2020, la contestation qui l'a entraînée et qui sensibilise grandement les Français. Effectivement, si on fait un petit historique rapide sur les retraites, 1945, création de la Sécu avec la branche vieillesse. Première réforme de la retraite, Robert Boulin en 71, qui pour avoir une retraite à plein, à 65 ans, en fait, change le calcul et passe de 40 à 50% des 10 meilleures années, alors qu'on était sur les 10 dernières années. En revanche, il va demander aux cotisants de partir sur un nombre d'années à 37,5, alors qu'on était sur une base de 30 ans avant. Donc on était déjà sur des bases de cotisation assez faibles, au regard en fait du nombre de retraités. 1991, livre blanc des retraites, préfacé par Rocard. Rocard, en fait, ce livre blanc est la base en fait de l'ensemble des réformes qui vont venir après. 93, Balladur, Fillon 2005, Woerth 2010 et Marisol Touraine 94. Toutes ces réformes ont eu pour objectif d'allonger la durée d'assurance. Et particulièrement la dernière à vouloir aligner les régimes de retraite du public et des régimes spéciaux sur le régime privé. Par ailleurs, comme le disait tout à l'heure Pascal, dans les années 60, on était à 3,4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 pour un retraité. On sera dans les années 2040 à 1,5 pour un retraité. Donc on se rend compte que mécaniquement, forcément, il y a un problème. On peut prendre le problème dans tous les sens. Il y a forcément un problème de ce côté-là. Dans les années 60, on consacrait 5,1% du PIB aux retraites. Aujourd'hui, on est à 14,5% du PIB pour les retraites. Donc c'est colossal. C'est colossal. Dernière chose qu'on peut ajouter, et ça, moi j'ai un peu de mal à comprendre comment se font les calculs, c'est sur en fait les taux de remplacement. Les taux de remplacement aujourd'hui médian calculé par le corps, par le Conseil d'orientation des retraites, l'estime à 72%. Je vois mal comment on peut avoir 72% à un taux médian. Surtout que les calculs se font sur une rémunération brute par rapport à une retraite nette. Donc là, il y a déjà une distorsion entre la façon dont on calcule ce taux médian. Et on se rend compte aussi que plus les rémunérations grimpent, plus le taux de transformation il est faible, quoi. On est aux alentours de 30%, 40% maximum, quoi. Oui, parce que ce taux de remplacement, effectivement, il concerne surtout les non-cadres et les petits revenus. Tout à fait, tout à fait. Après, quand on a dit ça, on a aujourd'hui des outils qui sont mis à notre disposition au travers du PERM, ce qu'a mis en place le gouvernement. Quand on est en capacité de pouvoir expliquer ça à un client, au client final, de pouvoir proposer des solutions qui, de toute façon, seront indispensables à l'amélioration de la retraite pour l'ensemble de nos clients.
Je vois que les questions du blog, du chat commencent à arriver pour Pascal Lavielle. Continuez comme ça, c'est parfait. Je me tourne maintenant vers Jean-François Flity pour parfaire le panorama et les éléments de contexte. Le changement de regard dont parlait Olivier Renard sur l'épargne retraite s'inscrit dans un mouvement plus global de mutation économique et sociale. Bonjour à tous. Effectivement, en fait, les transformations économiques, technologiques, sociales ont commencé déjà il y a de nombreuses années. Elles ont été renforcées très récemment par le phénomène sanitaire du Covid. Le confinement a créé un arrêt sur image, un arrêt de l'économie sur les échanges, la circulation des biens, la circulation des personnes, la circulation des services. Du jamais vu de mémoire d'homme. Il est important de signaler que plus ce confinement, plus cet arrêt sera long, plus il sera coûteux en termes d'emploi, en termes d'investissement et en termes d'endettement. Tous ces facteurs sont à prendre en compte pour les futures retraites de nos concitoyens. On est tributaire du traitement sanitaire et économique lié à cette crise du Covid. Les stimulus gouvernementaux et leur exécution seront essentiels dans le traitement de cette crise. Il faut savoir, pour faire un petit comparatif, que l'Allemagne, qui est notre voisin que l'on regarde très souvent, consacre plus du double de ses investissements justement au traitement de cette crise par rapport à nous Français. Cet arrêt économique du monde a engendré une accélération des transformations. Quelle transformation? Alors, de profonds changements en matière de consommation, en matière de façon de travailler, en matière d'emploi, en matière de mobilité géographique. Rapidement, en matière de consommation, on le voit aujourd'hui, la consommation à l'usage se démocratise. On est beaucoup plus locataire de son appartement, locataire de ses vêtements, locataire de sa voiture, locataire d'une machine, d'un bien de bricolage. L'e-commerce se développe au détriment du commerce physique, avec des mutations très très importantes qui vont également avoir lieu sur l'immobilier sous-jacent. Des mutations sur la manière de travailler, avec le télétravail, avec le flex-office, avec la digitalisation des process, avec les réunions qui peuvent se passer en distanciel. C'est-à-dire que le voyage d'affaires, par exemple, va se réduire. Et tout ce qui est autour de ce voyage, des transformations en matière d'emploi, avec l'automatisation, avec la robotisation, la mécanisation. On le voit avec la généralisation des caisses automatiques dans les hypermarchés, les consultations en ligne de comptes bancaires. Les mobilités géographiques vont également progressivement s'accélérer, avec une volonté de passer de moins en moins de temps dans les transports, d'avoir une qualité de vie meilleure, des surfaces habitables plus importantes. Donc tous ces phénomènes vont induire des changements profonds de nos sociétés et vont avoir un impact majeur sur nos retraites. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel d'anticiper ces changements pour justement trouver des solutions. Et le PER, le plan d'épargne retraite, est aujourd'hui une solution très efficace, très pertinente pour justement aller dans l'anticipation pour préparer nos retraites individuelles. C'est le deuxième chapitre. Donc on a bien vu là, avec ces éléments de contexte, qu'il y avait un vrai besoin d'épargne retraite qui n'était pas vraiment couvert par les dispositifs existants. Et c'est sans doute la conclusion à laquelle est arrivé le gouvernement quand il a décidé de modifier tous les dispositifs d'épargne retraite et de les refondre dans le cadre de la loi Pacte, qui a donc instauré le nouveau PER 1 pour le rendre à la fois plus simple, plus souple, plus attrayant, plus lisible. Est-ce que l'objectif est atteint? Olivier Renard, c'est vrai que ça fait 20 ans que vous faites de l'épargne retraite, ça fait 20 ans que vous manipulez ces produits. Est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes convaincu par le nouveau PER 1? Alors déjà, ça ne me rajeunit pas. Et c'est vrai que, au regard de ce qu'il y avait auparavant en termes de produits de retraite, c'est vrai que les gens étaient assez réfractaires, notamment sur la partie retraite Madelin et PER et PERP, ou même article 83 encore maintenant.
qui n'avaient que des sorties sous forme de rente. Sauf pour le père qui bénéficiait de 20% en sortie en capital. Mais la majorité des contrats, en tout cas pour les indépendants qui en bénéficiaient sur les Madelins, c'est vrai, le faisaient. C'est démocratisé au fur et à mesure du temps, puisque au départ, quand le Madelin est sorti en 93, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, quoi. C'était un marché à conquérir. Mais c'est vrai que quand le père est sorti, avec cette possibilité aujourd'hui qui est donnée de pouvoir sortir en capital, ça a vraiment ouvert des perspectives à la fois sur des nouvelles souscriptions, mais aussi sur des cotisations augmentées au travers du fait justement de pouvoir sortir en capital au terme. Après, il est aussi important de voir, au regard de l'analyse qu'on peut faire d'une situation d'un client, s'il souhaite toujours continuer à bénéficier d'une rente pour pouvoir avoir un vrai complément de retraite, à vérifier bien évidemment comment ont été souscrits les anciens contrats, notamment les anciens contrats Madelin, qui bénéficiaient de taux garantis en termes de rente, d'accord, et de taux techniques aussi qui étaient garantis au moment de la souscription et qui ne le sont plus aujourd'hui avec le Perrin. Mais ça reste quand même tout à fait des choses qui sont pour toute la génération des contrats qui ont été faits avec des garanties de table moins intéressantes, voire pas du tout de garantie de table, des transformations qui sont aujourd'hui plus qu'intéressantes, puisque aujourd'hui sur un PER, on peut choisir le capital ou la rente, on peut choisir le capital et la rente, et avec des possibilités aussi de sortie que l'on n'avait pas sur les autres contrats. Avec je ne sais pas si on en parle maintenant ou après, mais notamment sur la partie du déblocage de l'argent sur le fait d'acquérir la résidence principale. Il y a aussi des choses, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Le détail, c'est, je sais, pour l'avoir pratiqué il n'y a pas longtemps, que par exemple sur le déblocage d'un PER, le montant du PER ne peut pas dépasser l'apport personnel. Donc si on dépasse l'apport personnel, on ne peut pas débloquer son PER. D'autre part, la demande doit se faire en général 6 mois après l'acquisition de la résidence principale ou de l'agrandissement. Et l'objectif de cet achat ou de cet agrandissement doit être nécessaire pour l'agrandissement d'une surface habitable. Donc on ne peut pas faire ce genre de truc-là pour un garage ou une chose comme ça. Alors on détaillera tous vos petits trucs et astuces dans la troisième partie. Vous avez évoqué la souplesse de la sortie en capital. Il y a un autre atout majeur pour le PER, c'est évidemment la fiscalité. On ne va pas se mentir, le terme défiscalisation, ça marche toujours auprès des Français. Quels sont les avantages fiscaux du PER 1 ? Jean-François Fliti. Alors, ils sont très très importants. J'essaierai de scinder mon argumentaire sur la fiscalité à l'entrée, bien entendu, qui est un des points essentiels du Perrin, mais sans oublier la fiscalité en cours de vie et bien entendu la fiscalité à la sortie et également en cas de décès. Puisque le régime a profondément été remanié. Fiscalité en cas de vie, c'est aujourd'hui une des solutions les plus optimales puisqu'elle permet à la fois aux travailleurs salariés, aux gérants de société ou aux professions libérales de pouvoir déduire dans la limite de 10% de leur revenu d'activité pour les salariés et de plafonds différents dans la limite de 72 000 € pour les professions libérales, ce montant de leur revenu d'activité. En fonction de leur tranche marginale d'imposition, ça sera d'autant plus efficient. En cours de vie, des causes de déblocage sont permises pour des cas graves qu'on ne se souhaite évidemment pas. Et puis, comme l'a dit Olivier, pour l'acquisition de la résidence principale.
avec des subtilités dont on reparlera après, mais il y a des petites subtilités techniques et fiscales qui peuvent être très très pertinentes, notamment pour les enfants du souscripteur, les enfants mineurs qui viendront majeurs et qui, bien entendu, pourront également débloquer et sans attendre l'âge de la retraite. En cas de décès, là aussi, c'est une protection pour la famille, car le régime assimile la fiscalité à la fiscalité qu'on peut avoir en matière d'assurance vie, et jusqu'à l'âge de 70 ans, il y a une sortie en capital exonérée de droits de succession dans les mêmes limites que l'assurance vie. Donc là encore, c'est un point essentiel d'un point de vue protection de sa famille avec des exonérations fiscales importantes. Et puis, lors de la sortie, on peut effectivement choisir la rente viagère ou le capital. Alors personnellement, en tant que financier, je préfère le capital parce que le capital, on sait ce qu'il devient et on sait comment on pourra le gérer, plutôt que de le laisser sous forme de rente viagère. Mais ça, on pourrait en débattre avec mes homologues. Important de dire aussi que le PER est ouvert à une très 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 large classe d'actifs. Contrairement à ce qui était faisable préalablement dans les anciennes enveloppes, on peut loger ce qu'on appelle des solutions structurées avec des coupons connus à l'avance. On peut loger du private equity, on peut loger de l'immobilier d'investissement, donc des classes d'actifs beaucoup plus larges qui vont permettre de donner un rendement, une performance beaucoup plus importante, bien meilleure dans le temps et qui vont permettre une revalorisation. Il faut savoir qu'une enveloppe, si elle se revalorise à 2% pendant 20 ans ou si elle se revalorise à 4% pendant 20 ans, eh bien ce même montant n'a rien à voir au terme de ces 20 années. D'où l'intérêt de bien choisir et d'être bien conseillé sur les supports d'investissement, sur l'allocation et sur les modifications d'allocation dans le temps. Car comme nous l'avons vu, les différentes mutations qui se produisent actuellement, les mutations économiques, les mutations sociologiques, vont induire une obligation justement de pouvoir allouer ces enveloppes en fonction de classes économiques qui sont mobiles et qu'il va falloir également modifier en fonction de l'état de l'économie. Alors je vois qu'il y a déjà eu 2 questions posées à Pascal Lavielle sur le chat, avec réponse sur le chat me semble-t-il. Y en a-t-il d'autres à poser à nos experts? Écoutez, avant d'avoir la réponse, je donne la parole à Pascal Perrier. On a bien vu que faute de support qui leur convenait vraiment pour faire de l'épargne retraite, les Françaises sont longtemps tournées vers l'assurance vie. Est-ce que le nouveau PER va changer la donne? Alors déjà, moi je ne voudrais pas qu'on oppose les deux, si vous voulez, l'assurance vie et le nouveau PER. Parce que, comme on l'a déjà dit, on l'a déjà évoqué, pour moi, ce sont 2 produits qui sont en fait très complémentaires et qui ne vont pas se cannibaliser l'un et l'autre. Moi, je dirais presque il faut avoir les deux parce que les avantages de l'un ne sont pas les avantages de l'autre. Les objectifs de l'un ne sont pas forcément les objectifs de l'autre. Et donc, on ne peut pas dire que le PER soit aujourd'hui un concurrent de l'assurance vie. L'assurance vie, on l'a redit, c'est 1 800 milliards d'euros. C'est toujours le placement préféré des Français, maintenant qui va être astucieusement complété par le PER. Alors moi, je vois 3 éléments particuliers qui peuvent distinguer les deux, si vous voulez. Il y a effectivement la fiscalité qui est, comme disait Jean-François, qui n'est pas du tout la même dans un cas comme dans l'autre. Quand vous rentrez, et d'ailleurs un des éléments que je vais ajouter, c'est l'avantage fiscal du PER permet d'améliorer quelque part le rendement parce que vous avez une déduction fiscale à l'entrée à la hauteur de votre taux marginal d'imposition. Eh bien ça, c'est du rendement supplémentaire. Donc par rapport à l'assurance vie, c'est aussi un avantage, un vrai avantage. Étant entendu qu'a priori les revenus à la retraite sont inférieurs et donc le taux marginal d'imposition. Et le taux marginal d'imposition, on présuppose qu'il baissera lorsque vous serez à la retraite. Donc vous gagnerez, si vous voulez, cette différence de taux d'imposition sur la durée
du Perrin. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, donc il y a une fiscalité qui est différente entre les deux produits. L'assurance vie, vous avez juste la plate taxe. Ensuite, vous avez, tu l'as évoqué, le sujet successoral. L'attrait successoral n'est pas le même dans un cas comme dans l'autre. On ne rentre pas sur un Perrin pour faire du successoral, alors que l'assurance vie est un produit, en tout cas pour une grosse partie de la population, quand on regarde l'encours moyen d'un contrat d'assurance vie, qui permet effectivement de céder en franchise de fiscalité jusqu'à 152 500 € un contrat d'assurance vie dans une succession. Donc ça, c'était un vrai avantage qui n'est pas sur le Perrin, mais encore une fois, ce ne sont pas les mêmes objectifs, les produits n'ont pas les mêmes objectifs. Et le dernier, vraiment pour moi, élément qui distingue les deux produits, c'est la liquidité. Le Perrin, on l'a vu, n'est pas un produit, à part dans quelques cas, qui est liquide. Quand bien même, vous pouvez maintenant, à la différence du PERP, le sortir en capital à la sortie, mais c'est un produit qui n'est pas liquide dans la phase de constitution d'épargne jusqu'au moment de la retraite, alors que l'assurance vie, on le redit, encore une fois, nonobstant des paliers de détention qui vont impacter la fiscalité, mais c'est un produit qui est liquide à tout moment. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'argent, bon voilà, même si vous avez ouvert un contrat d'assurance vie dans les 4-5 ans, vous pouvez retirer votre argent. La fiscalité ne sera pas la même, sera un peu plus lourde au début, mais vous pouvez le faire. Donc ça, pour moi, sont des éléments fondamentaux. Et par contre, et c'est là où a été, le législateur, lorsqu'il a prévu le Perrin, a très bien fait les choses. Je crois que c'est aussi un des succès du produit, c'est-à-dire que le législateur n'a pas réitéré les erreurs qu'ils avaient faites au moment au lancement du PERP, qui n'avait pas très bien marché, objectivement. Donc vous avez effectivement la possibilité donc de prendre votre Perrin pour acquérir votre résidence principale, mais vous avez aussi la possibilité, en cas d'événement adverse de la vie, c'est-à-dire fin des allocations chômage, décès du conjoint, surendettement, invalidité, vous pouvez donc prendre les sommes qui sont sur le Perrin. Donc ça aussi, c'est quelque part, c'est une vraie sécurité. Donc voilà. Donc je vais arrêter là sur la différence entre les deux, mais je voulais juste conclure en disant qu'il ne faut surtout pas les opposer, que ce sont deux produits qui sont très complémentaires, qui ont des objectifs différents et qui sont distincts par trois éléments. Il y en a certainement d'autres, mais au moins par ces trois éléments majoritaires qui font vraiment la différence. Venons-en, je ne vois toujours pas de questions pour vous. Toujours pour Pascal Lavielle, mais si vous en avez, n'hésitez pas, car nous avons la chance d'avoir deux grands experts en fiscalité du patrimoine et épargne retraite. Enfin, vous faites un peu les deux, tous les deux. Donc l'un et l'autre, comment vous abordez le PER 1 ? Quels sont vos trucs et astuces ? Dans quelles circonstances et pour quel profil d'épargnant il vous semble particulièrement intéressant ? Et puis, à contrario, quelles sont les différentes choses trappes réglementaires ou fiscaux qu'il faut éviter ? Et je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Perrin, ou le PER, porte bien son nom, plan épargne retraite. C'est d'abord pour la retraite. Même si on a un objectif, même si à un moment donné, on peut sortir en capital pour sa résidence principale ou pour un accident de la vie, ça reste quand même quelque chose pour la retraite. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens aussi, et ce qu'il faut bien expliquer, c'est que il y a un avantage fiscal à l'entrée, il y a aussi une réintégration fiscale à la sortie, ça il ne faut pas l'oublier, et qu'on aura toujours des gens qui seront intéressés pour, quand bien même on a le choix entre le capital et la rente, de prendre la rente pour pouvoir justement ne pas griller son capital trop rapidement. Ça peut être une façon de voir les choses. Après, il y a aussi pas mal d'avantages par rapport à ce qui se faisait avant, notamment si on revient sur la partie décès en cours de cotisation. Avant, un Madelin, en cas de décès, prenait les gens bénéficiaient d'une rente et pas d'un capital. Aujourd'hui, on est sous forme de capital. Alors, oui, mais je pense qu'il faut rajouter que si le Perrin marche si bien, c'est justement parce que le législateur a compris que le Français n'aime pas la rente et que le Français aime pouvoir disposer de son capital. Ça, c'est un point essentiel. Cette sortie en capital, c'est un des points principaux. La liberté de choisir entre le capital, la sortie fractionnée en capital ou la rente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement,
plus les tranches marginales d'imposition du souscripteur sont importantes, à partir de 41%, et donc à partir de 75 000 euros de revenus annuels, plus l'intérêt est important de souscrire chaque année, de verser chaque année pour préparer sa retraite. Car pour donner un exemple, pour 10 000 euros investis, c'est 4 100 euros de réduction d'impôt à une tranche marginale de 41%. 10 000 euros investis, 4 100 euros de réduction d'impôt. Donc l'effet, il est gigantesque, et en termes de plafond, c'est ce qui est le plus optimal aujourd'hui. D'autant plus que l'on peut récupérer des plafonds précédents, puisqu'on peut récupérer jusqu'à 3 plafonds antérieurs. Alors une petite subtilité pour nos auditeurs, c'est qu'on peut faire souscrire par les enfants des foyers fiscaux, des pères, dans la limite d'un montant de 4 000 euros par an, et que ce montant de 4 000 euros va être également déductible du foyer fiscal, en complément des autres plafonds. Donc, chaque enfant pourra souscrire ce montant de 4 000 euros, et ce montant peut être versé par les parents sous la forme de ce qu'on appelle un cadeau d'usage. Pour exemple, pour un anniversaire, pour un examen, pour des causes tout à fait légitimes. Et là encore, on n'aura pas besoin d'attendre l'âge de la retraite, puisque l'enfant devenu majeur, lorsqu'il achètera sa résidence principale, pourra débloquer par anticipation ce capital. Donc très intéressant, puisqu'on va venir en complément de ce que les parents majeurs peuvent faire. Donc chaque parent peut souscrire dans des limites qu'on a évoquées tout à l'heure de 10% de leurs revenus d'activité ou plus pour des professions libérales, et en complément faire souscrire leurs enfants. C'est vraiment un point technique important qui vient encore donner une efficience complémentaire. C'est un usage un peu dévoyé de l'épargne retraite, mais c'est une utilisation recommandation de optimale. fiscaliste. Voilà, c'est une utilisation optimale. Alors on nous demande juste des petites précisions. Pourriez-vous préciser la question de l'apport personnel avec le déblocage du père? Je n'ai pas bien compris. Si, c'est-à-dire que le déblocage du père ne peut se faire dans la limite de l'apport personnel de son acquisition immobilière. D'accord, dans le cas d'une acquisition. On ne peut pas avoir un PER à 100 000 euros et avoir un apport personnel à 50 000. C'est pas possible. On va continuer dans les questions. Je suis retraité et je dispose d'un PERP. Je souhaite récupérer cette épargne à 100% en capital. Est-il possible de transformer le PERP en PER? C'est trop tard. Je pense. C'était jusqu'au mois d'octobre, je crois. C'était au mois d'octobre. Ouais. Aïe. Bon, Il y avait une fenêtre pour transformer les PERP en PER jusqu'au mois d'octobre. Tout à fait. Une fois la prise de retraite actée, évidemment, puisque tant que la retraite... Monsieur est retraité, en effet. Voilà, puisque tant que la retraite n'est pas liquidée, tous les choix, toutes les options sont encore possibles. Après, je pense que les Madelins, eux, sont encore transformables en PER. Alors attendez, je vois une autre question dans le même... pardon Nathalie, est-ce que tu peux remonter? J'ai un PERP ancien, comment le faire évoluer vers le PER 1? C'est très simple, c'est un transfert. Dès lors qu'on n'est pas retraité, c'est un simple transfert vers le nouveau PER. Alors là, une question... Pas, hein. Pardon, le PERP peut être transféré en PER. Je demanderai le secours de Maître Capello, qui est en... Pascal Lavielle, Maître Capello, pouvez-vous confirmer? Par contre, là, c'est une question de fiscaliste. Est-il possible de compenser la plus-value par des pertes antérieures afin d'éviter le PFU? Est-il possible de compenser à la sortie les plus-values de pertes antérieures? Mais des pertes antérieures sur d'autres catégories de revenus? En fait, il faudrait faire préciser la... Oui, et on manque de précision sur le schmilblick. Eh bien, écoutez, je vais donner quand même la parole à Pascal Perrier, puisque le PER a été lancé il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Au mois d'octobre l'an dernier. Est-ce que son démarrage est conforme à vos ambitions, sachant que le confinement a été particulièrement propice à l'épargne? Est-ce que cette épargne est allée un petit peu sur l'épargne retraite? Alors, je voudrais juste faire un petit retour en arrière, justement, pour vous dire comment la profession
anticipé, envisagé le Perrin finalement il y a un an, parce que tous les ans, chez Cardiff, on fait ce qu'on appelle le baromètre des CGP. Donc on teste les CGP on le fait tous les ans, hein, c'était la 14e année cette année. On les teste sur les grands sujets du moment. Donc l'an dernier, bien évidemment, c'était la loi Pacte et les Perrins. Et l'an dernier, on sentait poindre un intérêt fort de la profession. Pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Donc on avait un nouveau produit complémentaire qui venait avec toutes ses qualités et qui venait donc permettre aux Français d'investir. Mais surtout, les CGP, ils voyaient une nouvelle opportunité de contact finalement. C'était un nouveau produit et il y avait un vrai engouement. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'engouement qu'on a perçu l'an dernier, il est réel. Parce que, alors, je ne vais pas parler uniquement de Cardiff, mais je crois que la profession dans son ensemble n'a qu'à se louer des performances globales du produit. Alors, on n'est peut-être pas complètement aux objectifs qui ont été fixés par le gouvernement, parce que je rappelle que le gouvernement veut faire passer l'encours de 200 milliards à 230 milliards à 300 milliards. On mettra peut-être un tout petit peu plus de temps pour y arriver, mais en tout cas chez nous, on constate que c'est un vrai succès, il y a un vrai engouement, encore une fois, sans cannibalisation, puisque l'assurance vie marche bien aussi. Donc je crois que les Français ont bien compris l'utilisation des deux produits. Et puis, donc on a eu un très très bon démarrage. Alors pour répondre à votre question, on sent quand même un frein, enfin je ne vais pas dire un frein, mais c'est-à-dire que je pense que les souscriptions auraient été meilleures, si vous voulez, je veux dire comme ça, les souscriptions auraient été meilleures si on n'était pas dans la situation dans laquelle on se trouvait, parce que beaucoup de cotisants, donc de professions libérales, TNS, qui cotisent par exemple sur des Madelins et qui ont des primes programmées, ne peuvent plus, du fait de la situation, parce que leurs revenus ont diminué ou parce que leur chiffre d'affaires a diminué, ne peuvent plus investir autant que ce qu'ils faisaient les années précédentes. Donc un vrai succès, pas un succès d'estime, un vrai succès commercial, bien compris, hein, pour tous les avantages qu'on a évoqués, mais qui aurait pu être certainement meilleur si on n'était pas dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Oui, le contexte est plus propice à l'épargne de précaution qu'à l'épargne de long terme. Oui, mais comme le dit Pascal, et c'est une autre caractéristique très positive, c'est la souplesse de la solution. Pour le Madelin, il y avait une obligation de versement programmé. Pour le père, il n'y a plus d'obligation. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus souple pour son souscripteur qui peut décider, en fonction de sa situation économique, patrimoniale, de suspendre un temps ses versements pour les recommencer ensuite. La souplesse très importante. On l'a vu, hein, moi je l'ai vu au niveau sur les productions du groupement. Quand le PER a été lancé au mois d'octobre dernier, on a eu une formidable manne de souscriptions qui ont été faites jusqu'au mois de janvier. Et on a vu après un ralentissement. Alors un ralentissement, pas un stop. Hein. Il n'y a pas eu un stop and go, il y a eu un ralentissement. Les gens ont continué à verser. Certains ont demandé des interruptions de cotisation. Et après, c'est vraiment reparti à partir du mois de mai, quoi. Donc on est vraiment véritablement dans une situation qui est liée directement à ce qu'on connaît avec la Covid. Et voilà, j'espère que bientôt on va pouvoir en sortir et repartir. Mais je pense que de toute façon, c'est de plus en plus ancré dans les mentalités. Je veux dire, le fait d'avoir sa mutuelle ou avoir sa complémentaire retraite indépendante, personnelle, va rentrer de plus en plus dans les mœurs. Et voilà, parce que c'est quelque chose jusqu'à présent qui n'était pas à la portée de tout le monde, mais qui n'était pas rentré dans les mœurs, quoi. Je veux dire, on avait sa mutuelle, mais on n'avait pas complémentaire retraite. En fait, ce qui se passe en termes de phénomène, comme le dit Olivier, c'est qu'on passe d'un système généralisé de répartition vers un système de plus en plus de capitalisation et d'individualisation. C'est-à-dire que justement, l'État n'est plus à même et ne sera de moins en moins à même. Enfin, on est sur un socle de capitalisation pour les plus bas revenus et avec de la capitalisation en complément pour les plus revenus. Exactement. Et les gens se rendent compte aussi que les retraites par répartition
vont devenir de plus en plus faibles. Et il va falloir de toute façon C'est la prise de conscience collective qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment ancré, comme dit Olivier, c'est vraiment ancré aujourd'hui en chacun d'entre nous. Et on est un peu chacun responsable. Autant on avait un âge moyen de souscription aux alentours de 45-50 pour les gens qui voulaient préparer leur retraite. Je pense qu'on doit être descendu maintenant aux alentours de 35-40. Les gens commencent vraiment à y réfléchir à partir de quand ils commencent à rentrer dans la vie active. Alors peut-être pas tout de suite parce qu'il y a souvent la résidence principale, des choses comme ça, mais après on y vient beaucoup plus vite que ce qu'on y venait avant. Et il y a un autre phénomène très important, c'est que la génération passée constituait pour beaucoup sa retraite avec de l'investissement immobilier locatif. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes ou la classe intermédiaire, de plus en plus, il y a une financiarisation de l'économie et de plus en plus préfèrent, entre guillemets, allouer sur des montants qui seront adaptés à leur situation cette retraite plutôt que d'investir sur de l'immobilier locatif avec toute la problématique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la problématique malheureusement du chômage, des incertitudes, des problématiques liées aux locataires insolvables, etc., etc., de la fiscalité liée à l'immobilier qui est aujourd'hui discriminante, puisque si on prend cette fiscalité, quand on ajoute les taxes foncières, les taxes d'habitation, les prélèvements sociaux, les charges courantes, etc., etc., on s'aperçoit que les rendements sont de plus en plus faibles, plus le risque locatif. Donc l'immobilier, bien sûr, évidemment, c'est une classe d'actifs importante, l'immobilier de jouissance, l'immobilier secondaire, mais l'immobilier d'investissement pour sa retraite est de moins en moins privilégié au profit justement d'épargne retraite financière, comme peuvent l'être l'assurance vie ou comme peuvent l'être le PER notamment. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Il nous reste juste le temps de répondre aux dernières questions, sachant que, évidemment, la question mystère a été résolue par Pascal Lavielle. Sur les plus-values, il n'est pas possible de compenser des moins-values antérieures sur des plus-values du PER. Voilà qui est dit. D'autres questions. Quel est le fondement Pascal Perrier, on parle de liquidité à l'avantage. Ça bouge beaucoup, là. Il va falloir m'aider. On sait que les Français... Les questions s'affichent et repartent, c'est compliqué. On parle de liquidité à l'avantage de l'assurance vie versus le PER 1. Je suis désolée, on a du mal à comprendre. On va mélanger les questions. Oui, en termes de liquidité, on le sait, l'assurance vie est liquide puisque le souscripteur peut à tout moment procéder à des rachats partiels ou totaux pour récupérer une partie de son épargne, avec une nouveauté qui s'appelle le PFU, puisque assez récemment, le législateur a changé en matière fiscale la fiscalité de l'assurance vie. Auparavant, l'assurance vie, c'était 0,4 ans, 4 ans, 8 ans, après 8 ans, et avec une fiscalité dégressive. Aujourd'hui, dès le premier jour, il y a une option entre le PFU à 30% et le choix du contribuable pour l'intégration des revenus de cette assurance vie dans son revenu de base. Donc voilà, mais l'assurance vie est effectivement très liquide. Le PER 1, comme on l'a vu, l'est beaucoup moins, sauf pour des cas énumérés par le législateur ou pour l'acquisition de la résidence principale. Alors je crois qu'il reste beaucoup de questions, mais on arrive au terme de ce séminaire, de ce webinaire. Cela dit, soyez sans crainte, Pascal Lavielle travaille en coulisses pour répondre au chat et à toutes les questions qui restent en suspens. Je vous remercie de votre attention et puis à très bientôt pour un prochain épisode et un nouveau bilan du PER 1. Merci encore. À bientôt.